Saviez-vous que le Japon est le seul pays au monde dont la constitution renonce explicitement à la guerre? Oui, le pays des cerisiers en fleurs et de la technologie de pointe a une clause de non-guerre inscrite dans son acide désoxyribonucléique même. C'est pourquoi il est si évident qu'une transformation est en cours. L'armée japonaise d'aujourd'hui est presque méconnaissable par rapport à la force modeste et uniquement défensive qu'elle avait autrefois. Cependant, cette transformation n'est surprenante pour personne qui a prêté attention à l'histoire du Japon. Le monde peut voir le Japon comme l'enfant modèle du pacifisme. Mais la réalité est bien plus compliquée. Pendant des décennies, le Japon a marché sur une ligne fine, équilibrant des idéaux pacifiques, avec les dures réalités de vivre dans un quartier dangereux. Mais maintenant, l'équilibre est en train de basculer, et le Japon repense ce que signifie réellement le pacifisme dans un monde qui devient de plus en plus instable. L'écriture est sur le mur. Le Japon entre dans un nouveau chapitre. Un chapitre qui pourrait bien mettre fin à la nation pacifiste que nous pensions connaître. Et un chapitre qui pourrait bientôt voir le Japon revenir à la position de guerre qu'il a juré d'abandonner il y a des décennies. Discutons-en. Expliquer pourquoi le Japon a juré de renoncer à la guerre semble être un bon point de départ. Après tout, le pacifisme profondément enraciné du Japon est bien loin de la puissance militaire que la nation était il y a seulement quelques générations. Pour comprendre cette énorme transformation, nous devons remonter le temps, à une époque où le Japon était un empire fier. Un empire animé par l'ambition, l'impérialisme et une machine militaire brutale. Cette machine a été rendue possible par l'industrialisation massive de la fin du 19e et du début du 20e siècle. L'expansion rapide de l'industrie, du rail et de l'armée, couplée au nationalisme grandissant, a exacerbé les ambitions du Japon. Cela a également tourné le regard du Japon vers l'extérieur. Face à la menace de la domination des puissances occidentales, le pays a cherché à se tailler son propre empire, principalement en Asie. Le rôle croissant de l'armée japonaise était directement lié aux rêves impériaux de la nation. C'était un pays qui était prêt à se battre, à conquérir et à s'étendre à tout prix. Un pays prêt à se salir les mains de sang à une échelle industrielle. Ainsi, à l'arrivée des années 30, le Japon était sur la voie de la guerre. En 1931, le Japon a envahi la Mandchourie, approfondissant son expansion agressive dans la région Asie-Pacifique, qui a commencé avec l'annexion de Taïwan en 1895 et de la Corée en 1910. D'ici 1941, le Japon avait porté cette ambition à de nouveaux extrêmes, culminant avec l'attaque sur Pearl Harbor. Cette action a propulsé le monde dans le théâtre du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de la guerre, l'armée japonaise a commis des atrocités, y compris l'horrible massacre de Nankin, qui a coûté la vie à environ 100 000 à 300 000 Chinois. Le pays devenait une force avec laquelle il fallait compter, mais aussi un paria aux yeux du reste du monde. Pourtant, cette agression a eu un coût inimaginable. Selon certaines estimations, plus de 3 millions de soldats et de civils japonais sont morts dans le conflit. 200 000 vies supplémentaires ont été anéanties en un éclair par les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Le choc de ces bombes a marqué le climax dévastateur d'une guerre qui avait déjà changé le monde de manière indicible. Mais ce n'était pas que la perte de vie qui a fait se détourner le Japon du militarisme, c'était aussi l'humiliation totale qui a suivi. Une nation autrefois conquérante du Pacifique avec ses ambitions impériales était à genoux, son empereur contraint d'annoncer à la radio la capitulation du Japon. Le peuple japonais, entendant pour la première fois la voix de leur empereur, a été frappé par le caractère définitif de la situation. Ils ont réalisé que la militarisation du Japon avait été une erreur, et avec cette prise de conscience est venue une haine profondément enracinée de tout ce qui est militaire. Après la défaite du Japon, le général Douglas MacArthur, commandant suprême des forces alliées, a dirigé sa démilitarisation. Son objectif était simple, créer un monde meilleur à partir du sang et du carnage du passé, un monde où le Japon ne détiendrait plus jamais de pouvoir militaire. L'article 9 de la nouvelle constitution du Japon, adopté en 1947, était au cœur de cette transformation. Cet article renonçait à la guerre et interdisait au Japon de maintenir des forces militaires. L'article 9 déclarait « Aspirant sincèrement à une paix internationale basée sur la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation et à la menace d'utilisation de la force comme moyen de régler les différends internationaux. » L'article précise que pour atteindre l'objectif mentionné, les forces terrestres, maritimes, aériennes et tout autre potentiel de guerre ne seront jamais maintenues. Comme nous le savons maintenant, toujours et jamais sont des mots délicats. Il s'avère que c'était plutôt un genre d'affaire pour le moment. Mais honnêtement, nous le savions déjà.
Moins de 5 ans après que l'encre a séché sur la constitution pacifiste du Japon, le monde poussait déjà le pays dans une direction très différente. Quand la guerre de Corée a éclaté en 1950, la guerre froide faisait rage, et les États-Unis nécessitaient de l'aide. Le Japon était idéalement placé pour contrer la menace communiste, et l'article 9 est soudain devenu plus une suggestion qu'une règle absolue. Bien que le premier ministre japonais de l'époque, Yoshida Shigeru, ait insisté sur le fait que ses mains étaient liées, cela n'a pas arrêté les États-Unis de supplier pratiquement le Japon de se remilitariser. Même après que le Japon a retrouvé son indépendance en 1952, il était resté étroitement aligné avec les États-Unis grâce au traité de sécurité entre les deux pays. Les États-Unis ont maintenu une forte présence au Japon, avec plus de 130 bases militaires. Le pays est devenu une base pour les opérations américaines lors des guerres de Corée, du Vietnam et des conflits en Irak et en Afghanistan. Malgré sa constitution pacifiste, le Japon est devenu un acteur clé de la stratégie militaire américaine en Asie. La présence de ces bases américaines et l'accord permettant au Japon d'accueillir le plus grand contingent américain à l'étranger ont nourri une dépendance à la puissance militaire des États-Unis. Le Japon, en quelque sorte, a servi de porte-avions flottant pour les États-Unis, permettant une intervention dans toute la région à tout moment. Mais cela ne suffisait pas pour les États-Unis. Ainsi est née la force d'autodéfense, sans domicile fixe, un compromis pour satisfaire les États-Unis et le souhait du Japon de limiter l'activité militaire. Les critiques ont qualifié la sans domicile fixe de début d'un revirement, accusant le Japon de trahir son pacifisme d'après-guerre. Malgré la création de la sans domicile fixe, le Japon est resté loin d'être une véritable puissance militaire. La sans domicile fixe a été créée pour défendre le Japon, et non pour faire la guerre, alors que le pays restait attaché à ses idéaux pacifistes. Malgré la noble intention de la constitution pacifiste, les rouages de la militarisation étaient en marche, révélant ses fissures grandissantes. Ces fissures étaient très visibles après la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'alliance militaire entre les États-Unis et le Japon, autrefois justifiée pour contrer le communisme, se retrouvait sans objectif clair. Le Japon traverse une phase de stagnation économique et une crise identitaire. L'effondrement de l'économie prospère des années 80 a remis en question la position du pays à l'échelle internationale. Le sentiment nationaliste a grandi simultanément, et des dirigeants pensaient que le Japon s'était assez excusé pour ses actions de guerre, et qu'il fallait se débarrasser de son identité d'après-guerre. Ce changement s'est reflété dans la guerre du Golfe de 1991, où le refus du Japon d'envoyer des troupes en raison de sa constitution pacifiste est devenu humiliant. Un an après, le Parlement japonais a autorisé la participation du pays aux opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Au Cambodge, le Japon a envoyé 600 soldats du génie, 75 officiers de police, 8 observateurs militaires non armés et 41 observateurs civils pour les élections. Ensuite, le Japon a envoyé des unités au Mozambique pour coordonner le transport du personnel et des marchandises dans les ports et aéroports. Le pays a dépêché 3 unités de contrôle de 48 personnes, chacune au total. Le Japon a aussi dépêché 5 officiers d'état-major et 15 observateurs électoraux. Le Japon a rapidement envoyé plus de 2000 troupes d'ingénierie, 17 officiers d'état-major et 3 officiers de police civile au Timor oriental dans les premiers jours de son intervention. Ces missions peuvent avoir eu le mot paix dans leur nom, mais beaucoup de Japonais les ont perçues comme une érosion de la position pacifiste de la nation. Ce n'était pas une militarisation à grande échelle, mais c'était un compromis notable. Ces réactions n'ont pas semblé affecter le gouvernement japonais, car le pays avait discrètement renforcé ses capacités militaires sous couvert de défense à la fin des années 2000. La création de porte-hélicoptères anti-sous-marins, principalement des porte-avions légèrement modifiés, a souligné cette militarisation croissante. Il en va de même pour le développement de plans visant à fortifier les îles Nansei, où la Chine contestait une partie du territoire. Ces plans indiquaient la volonté du Japon d'affirmer ses intérêts en matière de sécurité dans la région. D'ici 2010, le Premier ministre Shinzo Abe a poussé ses idées plus loin, visant à faire du Japon un pays normal à nouveau, capable de se défendre et d'envoyer des troupes à l'étranger. Un tournant est survenu en 2014, quand Abe a approuvé une réinterprétation de l'article 9. Cela a permis au Japon d'exercer la défense collective, lui donnant le droit de combattre aux côtés d'alliés, dont les États-Unis, en cas d'attaque. Le gouvernement d'Abe soutenait que c'était nécessaire pour garantir la sécurité du Japon dans un contexte géopolitique changeant, mais le mouvement a suscité une forte opposition intérieure, surtout de ceux qui le voyaient comme une trahison des idéaux pacifistes de l'identité d'après-guerre du Japon. Malgré la résistance, la militarisation du Japon a continué de croître. En 2015, la Diète nationale du Japon a adopté des lois permettant aux forces d'autodéfense de soutenir les alliés en combat.
Cela a marqué un pas significatif loin du pacifisme de la Constitution de 1947, confirmant davantage que l'identité militaire du pays était en train d'être remodelée, même si c'était officieusement. La volonté d'Abe de réviser entièrement l'article 9 d'ici 2020, bien qu'elle n'ait pas abouti en raison de sa démission en 2020, a montré que la transformation du Japon d'un État pacifiste à un État plus militarisé était bien en cours. La réinterprétation constitutionnelle a préparé le terrain pour un débat en cours sur l'avenir militaire du Japon, révélant que les fissures dans l'article 9 n'étaient pas seulement superficielles, elles étaient structurelles et s'approfondissaient, alors que le Japon naviguait dans ses intérêts de sécurité dans un monde en rapide évolution. Et puis 2022 est arrivé et a anéanti toutes les illusions persistantes sur le pacifisme du Japon. L'invasion russe de l'Ukraine a secoué l'ordre mondial, forçant le Japon à accélérer sa trajectoire vers une militarisation à grande échelle. Et pourquoi ? Pourquoi un conflit lointain, dans une région sans lien direct avec le Japon, a-t-il suscité une réaction si profonde ? La réponse réside dans les parallèles troublants et les implications que l'invasion a posées pour la sécurité propre du Japon. Ce n'était pas seulement l'Ukraine, c'était un signal révélant la vulnérabilité des nations face aux voisins agressifs. Et souvenez-vous, le Japon a jusqu'à 3 de ses voisins, et tous les 3 sont des dictatures armées de l'arme nucléaire. La Chine, la Corée du Nord et la Russie. La guerre de la Russie en Ukraine a souligné que même la retenue historique d'une nation ou l'absence de capacité offensive ne garantit pas la sécurité. Hitoshi Nakama, un politicien nationaliste japonais et pêcheur, cette deuxième partie aura plus de sens plus tard, résume parfaitement cela. La paix dépend d'un équilibre des forces. La Russie voudrait qu'il faut attaquer l'Ukraine ? Il est faux de croire que l'absence d'armée ou de base militaire nous protège d'une attaque. Cette époque est révolue. Ce constat a trouvé écho au Japon, où l'opinion publique a radicalement évolué. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, une majorité de Japonais soutiennent le renforcement des défenses militaires du pays. L'invasion a également révélé à quel point le Japon était mal préparé pour un conflit prolongé. Toshimichi Nagaiwa, général retraité de la force aérienne d'autodéfense, a souligné que le Japon accusait un retard significatif dans la modernisation de ses capacités militaires, comme s'il était à mi-course d'un sprint de 400 mètres. Des années de sous-investissement et le plafond de longue date de 1% du produit intérieur brut pour la défense ont laissé le Japon avec un manque de munitions, pièces détachées et autres ressources critiques. Le contraste avec la Chine, aux dépenses militaires dépassant le Japon depuis longtemps, souligne l'urgence d'une réforme. En parlant de la Chine, nous ne pouvons pas discuter des raisons du Japon pour une militarisation plus formelle sans mentionner ce rival de longue date. Le Japon et la Chine partagent une histoire chargée de conflits et de méfiances, enracinée dans des griefs anciens et modernes qui continuent de façonner leurs relations volatiles. La seconde guerre sino-japonaise, qui a duré de 1937 à 1945, a été marquée par d'immenses souffrances, y compris le massacre horrifiant de Nankin. Cette période de brutalité a laissé des cicatrices durables, les débats en cours sur la reconnaissance par le Japon de ces atrocités de guerre alimentant les tensions. Après la Seconde Guerre mondiale, l'essor économique du Japon contrastait avec les luttes de la Chine lors de sa transformation communiste, établissant le Japon comme puissance dominante en Asie durant une grande partie du XXe siècle. Le conflit territorial sur les îles Senkaku, connu sous le nom d'île Diaoyu en Chine, est au cœur des tensions contemporaines. Ces îles inhabitées, administrées par le Japon mais revendiquées par la Chine, sont devenues un point de conflit. Les navires de la garde côtière chinoise pénètrent régulièrement dans les eaux japonaises depuis des années, testant la capacité du pays à défendre sa souveraineté et rapprochant la région d'une confrontation. Et une figure de proue dans la défense des revendications territoriales du Japon est Nakama, le politicien pêcheur que nous venons de mentionner. Nakama se rend régulièrement aux îles Senkaku, contestées pour affirmer la souveraineté japonaise. Ses actions, comme hisser le drapeau du soleil levant lors de ses visites, symbolisent un défi contre les revendications chinoises. Toutefois, ils mettent aussi en lumière les tensions croissantes dans la région. Ajoutant à la tension, l'expansion militaire rapide du Japon, qui a largement dépassé les capacités du Japon. Entre 2016 et 2020, la marine chinoise a lancé autant de navires que toute la flotte japonaise, et en 2022, les exercices militaires de Pékin ont inclus le tir de 5 missiles dans la zone économique exclusive du Japon. La question de Taïwan est également importante. La proximité géographique du Japon et son importance stratégique lignent le sort du pays à l'issue de tout conflit potentiel. L'île japonaise de Yonaguni se trouve à seulement 60 miles de Taïwan, garantissant l'implication du Japon dans toute confrontation transdétroit, surtout compte tenu de son rôle en tant que hub clé pour les opérations militaires américaines dans la région. Ces dernières années, le Japon a décrit la Chine comme un défi stratégique sans précédent, ce qui est également sans précédent pour cette nation autrefois pacifiste. Auparavant,
Les préoccupations du Japon à propos de la Chine étaient un secret de polichinelle. Tout le monde le savait, mais personne ne le disait vraiment à haute voix, ou du moins pas de cette manière. Le Japon ne dissimulait plus ses intentions derrière un langage voilé et une diplomatie polie. Le Japon s'est aussi rapproché des alliés des États-Unis dans la région, dont la Corée du Sud, les Philippines et l'Australie. La nouvelle alliance Japon-Corée du Sud était majeure, vu l'histoire conflictuelle entre les deux pays. La Corée du Sud a été une colonie japonaise par le passé, laissant des cicatrices profondes. Cependant, avec l'Asie de l'Est devenant le nouveau théâtre d'une guerre froide, les deux pays ont dû mettre leurs différences de côté. Sans surprise, cette nouvelle alliance n'a suscité que l'hostilité de la Corée du Nord. La Corée du Nord est une menace grandissante pour le Japon depuis les années 1990, quand elle a lancé son programme nucléaire. Pour le Japon, cela a changé ses préoccupations de sécurité, étant désormais confronté à un voisin doté de l'arme nucléaire. Les essais de missiles du pays, à courte, moyenne et même à longue portée, ont à plusieurs reprises ébranlé le Japon, certains missiles ayant même survolé le territoire japonais. En 2017, un incident notable s'est produit lorsque la Corée du Nord a lancé un missile survolant Hokkaido, l'île la plus au nord du Japon, déclenchant des alertes d'urgence et la panique du public. Ce n'était pas seulement symbolique, cela a démontré une vérité glaçante. Le Japon était à portée de frappe de la Corée du Nord. En plus des essais de missiles, la Corée du Nord a effectué 6 essais nucléaires depuis 2006, chaque test augmentant les tensions dans la région. Vu l'histoire du Japon avec le nucléaire, ces événements ont touché une corde sensible. En tant que seule nation à avoir jamais connu les effets dévastateurs des armes nucléaires de première main, le Japon s'est longtemps positionné comme un leader mondial dans la lutte contre la prolifération nucléaire. Cependant, la réalité de l'arsenal nucléaire en expansion de la Corée du Nord a laissé le Japon aux prises avec un dilemme difficile. Alors que le pays a fermement maintenu ses 3 principes non nucléaires, pas de production, possession ou introduction d'armes nucléaires, il dépend également du parapluie nucléaire américain pour sa sécurité. En effet, les essais nucléaires et de missiles nord-coréens, ainsi que son refus de cesser le développement d'armes, ont placé le Japon dans une position de plus en plus délicate. La menace n'est plus une simple possibilité mais une réalité croissante, que le Japon ne peut ignorer en cherchant à protéger ses citoyens et sa souveraineté. Alors, que fait exactement le Japon pour protéger ses citoyens et sa souveraineté contre la Corée du Nord et toutes les menaces régionales et mondiales croissantes ? Tout d'abord, le pays a radicalement changé sa stratégie de défense nationale. L'ancien Premier ministre Fumio Kishida a dévoilé ce changement en décembre 2022, reconnaissant publiquement que la posture de défense pacifiste traditionnelle du Japon n'était plus suffisante face à l'augmentation des menaces. Kishida l'a dit sans détour, notre défense est insuffisante. Pour renforcer considérablement la défense, nous augmentons son budget à 43 000 milliards de yens sur les 5 prochaines années. Cela nous amène au signe le plus évident que le Japon pourrait se préparer à une guerre, les dépenses militaires sans précédent. Le gouvernement prévoit d'augmenter les dépenses militaires de 60% d'ici 2027, les portant à 43 000 milliards de yens, environ 320 milliards de dollars américains en 2022. Plaçant le Japon en route pour devenir le 3e plus grand dépensier militaire mondial derrière les États-Unis. Le gouvernement Kishida s'est engagé à consacrer jusqu'à 2% du produit intérieur brut du Japon à la défense, conformément aux normes de l'OTAN, en réponse aux menaces de la Chine. Fin 2024. Le Japon a approuvé un budget de défense record de 55,13 milliards pour 2025, marquant la 13e année consécutive d'augmentation des dépenses de défense. Que fera le Japon avec ces fonds considérables ? Le but est de renforcer les capacités de défense, notamment en acquérant des systèmes d'armes avancés et en améliorant l'infrastructure militaire. La section sur l'armement révèle la militarisation grandissante du Japon. Selon l'interprétation actuelle de l'article 9, le Japon ne peut pas posséder d'armes militaires offensives. Cela signifie que le Japon ne peut pas posséder de missiles balistiques intercontinentaux, d'armes de destruction massive, de porte-avions ou de flottes de bombardiers. Néanmoins, le Japon a déployé sous-marins, destroyers Aegis, porte-hélicoptères et avions de chasse, malgré cette interprétation. Et tous ces systèmes ont un potentiel de combat substantiel. Une acquisition majeure est celle de 400 missiles de croisière Tomahawk américains, capables de frapper des cibles hors des frontières du Japon. Après tout, rien n'évoque plus la paix que des missiles à longue portée. Le Japon cherche également à développer des capacités de missiles à longue portée indigènes, bien que le calendrier de leur déploiement devrait s'étendre jusqu'aux années 2030. En plus de ces systèmes offensifs, le Japon a renforcé sa défense avec des technologies avancées de défense antimissiles, y compris des systèmes antimissiles déployés à travers les îles d'Okinawa.
Les îles d'Okinawa abritent aussi la présence militaire grandissante du Japon. Une nouvelle base a été ajoutée sur l'île d'Ishigaki, située de manière stratégique près de Taïwan et de la Chine. Cette base fait partie d'un effort plus large pour renforcer les défenses du Japon à travers les îles Nansei, suite à des installations antérieures sur Amamyoshima, Miyako et Yonaguni. Le nombre de troupes de l'armée japonaise sur l'île a aussi augmenté récemment. Des rapports de 2024 estiment ce chiffre à 570 troupes et environ 260 membres de leur famille. Étant donné que l'ensemble d'Okinawa abrite 55 000 militaires américains et 75% de toutes les bases militaires américaines au Japon, ce nombre peut vous sembler insignifiant. Néanmoins, ce chiffre est crucial pour le Japon, vu les difficultés qu'il affronte pour former son personnel militaire. Le recrutement militaire japonais est inférieur aux objectifs depuis des années, en raison du déclin démographique et d'une réticence croissante à s'engager, ce qui aggrave le problème. Pour relever ces défis, le Japon se focalise sur l'optimisation du recrutement et l'amélioration de l'attractivité du service militaire. Le pays cultive également activement une image plus combative pour ses forces d'autodéfense. Le Japon a déployé des efforts considérables pour présenter ses forces d'autodéfense comme une force compétente et efficiente, tant pour la réponse aux catastrophes que pour la défense nationale. Dans le cadre de ces efforts, les forces d'autodéfense participent à un nombre croissant d'exercices militaires. En 2024, le Japon a pris part à d'importants exercices militaires. Rim of the Pacific, l'exercice. Rim of the Pacific, dirigé par les États-Unis et impliquant 29 pays. Keen Sword, un exercice américano-japonais. Malabar, un exercice naval indien. Et Pacific Vanguard, un exercice naval conjoint avec les États-Unis d'Amérique et alliés. Ces exercices sont conçus pour renforcer l'alliance de défense et assurer que le Japon est prêt à répondre aux menaces dans la région, en particulier de la Chine et de la Corée du Nord. Mais même avec toutes ces avancées, certains experts estiment que le Japon est trop tard. Le pacifisme de la majorité des Japonais a freiné la militarisation du pays, et il est désormais trop tard pour rattraper le retard. Êtes-vous d'accord ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, partagez vos pensées sur la fin du pacifisme au Japon. Est-ce un changement nécessaire pour la sécurité du pays, ou est-ce un chemin vers une guerre totale ? Découvrez maintenant les conséquences d'une guerre sino-japonaise, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo,